Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo. J'ai laissé passer un petit peu le mois d'août. Allez, on attaque avec ce début de mois de septembre, avec la rentrée. Pas mal de choses pour le coup à se dire. J'avais prévu à la base de faire une vidéo où je parlais du Bitcoin, je parlais des alts. Je me suis dit c'est bon, on est encore parti sur une vidéo qui va durer 1 heure. Donc on va faire ça en plusieurs étapes. On va uniquement parler du Bitcoin pour commencer. 3 points clés que je vais aborder dans cette vidéo. On va commencer par l'analyse technique du Bitcoin parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont assez intéressantes de voir avec ça. On parlera ensuite du comportement des investisseurs et qu'est-ce que nous disent les principaux indicateurs on-chain que je regarde moi le plus souvent. Et on terminera cette vidéo avec les risques à l'approche du 4e trimestre 2024. Il y a pas mal de choses qui vont arriver, notamment du côté américain, entre les élections, la Fed, bref, beaucoup de choses pour le coup à voir et donc pas mal de risques. J'ai titré Bitcoin Bear Market. Alors certains vont peut-être sauter de leur chaise quand ils vont voir ce titre, ils vont se dire mais le mec il est complètement à côté de la plaque, qu'est-ce qui nous parle de Bear Market? Loin de moi l'idée de commencer à me la jouer au perma-bear et à commencer à vous détailler tout un tas de scénarios toujours les plus pessimistes. Je pense qu'il y a des chaînes qui déjà font ça à temps plein et ils le font très bien. J'ai pas du tout besoin de faire ça. Mais par contre, c'est toujours important de parler des différents scénarios et il existe aujourd'hui des scénarios plutôt baissiers. Voilà. Et il faut absolument les prendre en compte, il faut être capable d'en parler, parce que si on n'en parle pas et tout simplement en fait qu'on veut faire la sourde oreille par rapport à ça, ce sera juste le meilleur moyen pour être complètement au pied du mur le jour où ça se produit, parce que nous on sera uniquement acheteur, on sera uniquement en train d'espérer que ça monte et malheureusement ce sera dans le sens inverse que le marché va aller. Donc on va parler un petit peu de tout ça, bien évidemment, comme toujours, petit titre aguicheur, mais pour le coup, vous savez très bien que moi, je nuance énormément les choses et que de toute façon, c'est jamais tout blanc, jamais tout noir. Avant de commencer cette vidéo, j'envoie ma prochaine lettre d'investissement dans quelques jours. C'est prévu pour la fin de la semaine, donc si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez vous inscrire. Je rappelle que c'est une lettre que j'envoie à peu près de manière mensuelle. J'essaie de m'y tenir, même si parfois on prend un petit peu de retard. Donc la prochaine lettre sera envoyée d'ici quelques jours. Pour vous inscrire, c'est gratuit. Il y a le lien directement en description. On attaque cette vidéo, on est sur le Bitcoin, on est en weekly. Et comme toujours, pourquoi? Parce qu'on veut prendre un maximum de recul et éviter le bruit le plus possible. Alors, le Bitcoin en weekly. Bon, pour faire simple, on est actuellement dans une structure de consolidation. Donc, c'est même plutôt un pattern plutôt classique. Ce qu'on a, c'est un bull flag, donc un drapeau. C'est une structure vraiment qui est classique. C'est à la suite d'une forte impulsion haussière, comme ce qu'on a pu avoir durant toute la fin de l'année 2023 et le début de l'année 2024 avec le lancement des ETF. On a eu cette belle accélération haussière et ensuite on a eu un flag qui se forme. Donc c'est un drapeau qui se forme avec une structure légèrement corrective qui n'est absolument pas baissière en soi. C'est même plutôt une figure, plutôt j'ai envie de dire, de continuation de tendance et qui a quand même plus de chances d'être cassée par le haut que par le bas. Encore une fois, c'est uniquement des probabilités. Ça ne veut certainement pas dire que ça va forcément casser par le haut. Sinon, ce serait beaucoup trop facile. Donc ça peut bien évidemment casser par le bas. Et si jamais ça venait à arriver, ça ne va pas être joli. Ça ne va vraiment pas être joli. Mais en tout cas, on est pour l'instant dans une dynamique qui reste plutôt haussière et avec plutôt un pattern de continuation de tendance. Alors maintenant, si on a une continuation haussière, je pense que la prochaine cible, elle est plutôt évidente, ce sera la zone des 100 000. De mon point de vue, c'est vraiment une zone qui est absolument pas délirante dans le sens où s'il y a breakout, le breakout va se produire à peu près dans la zone des 65-66 000 dollars. Je ne pense pas que l'ATH en soi fasse particulièrement office de résistance si on arrive à sortir de cette zone de consolidation. Et donc, on va se retrouver avec une hausse
Voilà, de l'ordre de 40 à 50%. On n'est pas du tout sur des niveaux délirants. Je pense même qu'on pourrait largement aller chercher un petit peu plus haut sans aucun problème. Je rappelle qu'avec les ETF, entre l'annonce et le lancement, on a eu une hausse, on va partir d'ici à peu près, voilà, on a eu quand même 100, on va dire entre 100 à 140% de hausse. Donc là, honnêtement, c'est même plutôt pessimiste. La zone des 100 000 dollars est même plutôt pessimiste. Mais encore une fois, c'est un chiffre rond, ça fera la une des médias, ça va probablement attirer beaucoup de monde. Et c'est sûr que si on commence à passer de 100 à 150, là, c'est certain que ça va commencer à attirer beaucoup de monde et on verra si on arrive à rentrer dans une phase vraiment d'accélération ou si on va juste avoir une impulsion supplémentaire qui va être très très vite calmée par beaucoup de ventes. Parce que Dieu sait qu'il y aura des vendeurs et Dieu sait que les marchés ont quand même beaucoup changé depuis les années précédentes. En termes de niveau de support, ils sont assez évidents. Le premier, il se situe dans la zone des 45. Vous le verrez sur des UT un petit peu plus courtes. C'est vraiment la zone de support, vraiment mais majeure, la zone des 45. Et sur une correction un peu plus extrême, j'y crois moyen, mais encore une fois, il faut toujours être prêt à tous les scénarios. Ce serait surtout la zone ici. C'est pas avec ça que je vais le faire. Ce sera surtout dans cette zone-là. Voilà. Donc la zone, on va dire entre les 36 et les 38 000 dollars. C'est une grosse zone avec nos deux principales moyennes mobiles ici. Et encore une fois, sur des UT plus courtes, ça correspond également à des gros niveaux de support. Moi, j'y crois moyen, ce scénario. Mais encore une fois, en fait, ce que je pense, on s'en contrefiche. La seule chose qui compte, c'est qu'est-ce que fera le Bitcoin. Parce qu'on parle quand même d'une baisse de 30%. Et si on prend par rapport au plus haut, on parle quand même d'une baisse de 50%. J'y crois moyen. Maintenant, ça reste totalement probable en fonction des événements qu'on va avoir d'ici à la fin de l'année. Notamment, qu'est-ce que feront les marchés traditionnels, donc la trade fee. S'ils rentrent dans une phase corrective, je pense que le Bitcoin suivra. Et à mon avis, c'est totalement probable de venir chercher ces zones-là. Encore une fois, pour moi, peu importe. En fait, dans ma stratégie, c'est très simple. Tant qu'on est dans cette structure de consolidation, je reste avec une exposition qui va varier entre 25 à 50% d'exposition. 25%, c'est vraiment si j'estime que le risque commence à vraiment augmenter. Donc là, on va alléger. Mais il faut toujours garder un pied dans le marché. Par contre, rester trop exposé, de mon point de vue, c'est une énorme erreur. Pourquoi ? Parce que vous ne serez jamais capable de sortir sur signal. Parce qu'il y a trop de faux signaux et il y a trop de bruit. Si on zoome, vous vous rendez bien compte que si on place des stops, c'est juste le meilleur moyen d'aller se les faire toucher par des mèches à la con. Le prix rebondit. Donc là, vous êtes comme des cons parce que soit vous êtes complètement en dehors du marché et vous allez vous dire, bon, ben, c'est un signal au final qui a été invalidé, donc je re-rentre. Et en fait, vous passez votre temps. Ici, par exemple, vous vous faites stopper, vous re-rentrez. J'espère, pas ici, mais à mon avis, il y en a plein qui vont se faire avoir sur ces niveaux-là. Sur cette mèche-là, rebelote, exactement pareil. Et là, vous allez re-rentrer encore une fois de plus, dans le pire des cas, ici. Et là, encore une nouvelle fois. Encore une fois, on se fait stopper. Et ça se trouve là, on va encore avoir une phase de rebond. Et d'autres vont encore re-rentrer, peut-être sur des niveaux ici. Encore une fois, ça ne fonctionne pas. Placer des stops comme ça en se disant c'est bon, dès qu'on va avoir la baisse, c'est là que je veux sortir et pas avant, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il faut toujours anticiper. Donc moi, j'anticipe en n'ayant pas eu du tout une exposition à 100%, ce qui me permet d'avoir de la liquidité. Si j'ai uniquement une exposition à 25%, comme c'est le cas actuellement, vu qu'il y a un signal qui a été envoyé il y a quelques jours dans mon groupe privé, et bien là, pour le coup, on est parfait parce que si ça baisse, on va recharger tranquillement ici et on va recharger tranquillement ici. Voilà. Et limite, plus ça baisse, mieux c'est. Voilà. Alors que si on n'a pas une stratégie active, plus ça baisse, plus on est dans le mal et plus on est là en train de prier pour que pour le coup, ça ne baisse pas trop. Et dans le pire des cas, malheureusement, ceux qui sont inexpérimentés vont se retrouver à faire n'importe quoi, à commencer à panic sell et à vendre sur des niveaux sur lesquels ceux qui font de la gestion active, eux, vont acheter. Il ne faut surtout pas se retrouver dans cette configuration-là. Donc si on zoome maintenant un petit peu en 3D, on voit qu'il y a quand même de la place pour une continuation de correction et que pour l'instant, on a plutôt une structure baissière qui se met en place qu'une structure haussière. Encore une fois, sur le weekly, on reste sur une configuration haussière. Mais dès qu'on commence à zoomer,
les choses sont beaucoup moins réjouissantes. Voilà. Donc ça, il faut être capable de le dire. Il faut être capable de le dire et il ne faut pas en avoir peur. Pour l'instant, on a quand même un début de structure haussière qui se met en place. C'est relativement flagrant. On le voit notamment avec les différents tops qui sont systématiquement de plus en plus bas. On le voit avec le RSI qui commence à stabiliser sous la zone des 50. Il fait des brèves percées vers le haut, mais au final, à chaque fois, ça repart et ça réintègre sous la zone des 50. On a nos deux principales moyennes mobiles de court terme, donc le MA13 et 25, qui pour l'instant poussent quand même et font vraiment un très beau travail de résistance. On a eu une fausse réintégration de notre range qui a été parfaitement maîtrisée, j'ai envie de dire, parce que ça a été un piège monumental. Je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait complètement avoir sur ce mouvement, qui se sont positionnées dans la zone des 63 64 000 $ et qui maintenant sont complètement sous l'eau, voire qui se sont encore fait stopper. Et en fait, tout ça, c'est des signaux baissiers. En plus de ça, on rajoute la cassure de la moyenne mobile 100 ici. Pour l'instant, on a juste un petit pullback, mais il y a une grosse zone de travail à venir chercher ici qu'il va falloir être capable de reprendre. Et pour que les acheteurs vraiment reprennent la main, il faut reprendre tous ces niveaux. Et donc, il faut être capable de s'extirper et vraiment de stabiliser au-dessus de cette zone ici. Voilà. Si on n'y arrive pas, honnêtement pour l'instant, il n'y a rien de réellement haussier sur les UT qui sont plus courtes. Et donc, ça veut dire quoi? Prudence. Moi, c'est pour cette raison que j'ai allégé de nouveau mon portefeuille. J'ai été exposé à hauteur de 50% durant toute une bonne partie de cette phase de range. Je n'ai absolument rien fait lorsqu'on était ici. Je n'ai rien fait lorsqu'on était ici. J'étais vraiment en mode attente parce que pour moi, on était toujours dans cette structure de consolidation. Par contre, lorsqu'on a eu, donc là on va zoomer encore un petit peu plus, lorsqu'on a eu la cassure ici de cette zone des 58 et qu'on a commencé à s'y installer sur cette bougie là, donc sur cette bougie de rebond, là j'ai envoyé mon signal, donc ça veut dire on est sorti à peu près dans cette zone là. Encore une fois, j'essaie toujours de timer correctement mes sorties, ne surtout pas sortir après des grosses baisses. Il y a très souvent des phases de rebond et c'est surtout les niveaux de résistance qu'il faut être capable de vendre et certainement pas les zones ici par exemple. Voilà. Donc c'est sûr que si on sort là, ce n'est pas du tout un bon niveau pour moi. C'est un niveau en fait de panique. Ça veut dire on sort en panique. Si vous avez un plan, en général, vous devez être capable de mieux sortir. Voilà. Donc en tout cas, j'ai allégé ici. Maintenant, on attend paisiblement. Soit le Bitcoin nous fait sa réintégration ici. Il arrive à stabiliser et ça repart tranquillement. Et là, éventuellement, je peux reprendre mon exposition. En fait, je rentre quasiment au niveau auquel je suis sorti. Donc, techniquement, moi, je n'ai aucun manque à gagner. Par contre, je me suis protégé d'une baisse qui aurait pu être beaucoup plus puissante. C'est encore une fois, c'est tout le principe de la gestion active. Mais par contre, c'est clairement une grosse zone. Ici, là, on a vraiment une grosse zone de travail. Donc déjà, ce n'est pas encore du tout joué le fait que les acheteurs vont être capables de reprendre ce niveau. Donc peu importe si le risque se réduit parce qu'on est en train de reprendre des niveaux, eh ben, je repasse tranquillement à 50% et ensuite on va de nouveau attendre paisiblement, voir ce que le Bitcoin va nous faire. Vraiment, dans cette phase de consolidation, il faut limiter au maximum les interactions, se protéger le plus possible du scénario qui va vous faire mal. Ça, c'est vraiment important. Honnêtement, le signal haussier, ce ne sera pas le plus compliqué à prendre. Parce que dans le pire des cas, vous n'êtes pas complètement exposé. Ok, c'est un peu dommage, mais ce n'est pas grave parce que vous allez quand même générer de la performance. Par contre, si vous êtes trop exposé et que le marché se reprend du moins 20 ou du moins 30 et que vous n'avez pas de liquidité pour en profiter, ça c'est vraiment problématique. Parce que les opportunités, elles se créent vraiment sur ces niveaux-là. Quand les gens sont en train de paniquer sur ces zones-là et sur ces zones-là. Et je peux vous assurer que si on break cette structure à la baisse et qu'on vient chercher sur ces zones de support, ça va être la panique générale. Voilà. Déjà que le sentiment, il est quand même pas très haussier en l'état actuel des choses, je peux vous assurer que sur ces niveaux-là, il y aura plus grand monde pour commencer à dire buy the dip. Parce que les buy the dip, je les ai entendus depuis la toute première correction qu'on a eue ici. Rappelez-vous, n'oubliez jamais au final toutes les
toutes les choses que les gens peuvent dire, c'est toujours important. Les buy the dip, ça a commencé ici et ça a continué jusqu'au jour en fait tout simplement où on n'a plus d'argent, on ne peut plus acheter et en fait on se rend compte qu'on a acheté beaucoup trop cher et beaucoup trop tôt. Voilà. Et comme à chaque fois, les marchés, ils ne montent pas en ligne droite, ils passent plus de temps à consolider qu'à bouger. Donc ça veut dire que les phases d'extension sont très souvent très rapides, elles ne durent pas longtemps. Très souvent, le marché, il fait ça. Voilà, de la stabilisation, de la stabilisation, de la stabilisation et de la stabilisation. Les véritables phases, on va dire, d'extension, d'impulsion haussière ou baissière, elles ne durent vraiment pas longtemps. Et donc, c'est durant ces phases-là qu'il faut être capable de préserver son capital et de correctement gérer les choses. Malheureusement, beaucoup de personnes se retrouvent à perdre énormément de capital dans ces phases de correction et même parfois perdent quasiment tout ce qu'ils ont pu gagner dans les phases d'extension. Et c'est ça qui fait toute la complexité de la gestion active et du trading. Bien évidemment que ceux qui font du hold ne sont pas impactés et par contre ils sont impactés à chaque fois qu'il y a des phases baissières et ils sont encore plus impactés quand il y a des phases de retournement de marché et qu'on part en bear market. Donc pour répondre à la question initiale, d'un point de vue purement technique aujourd'hui sur du weekly, on n'est absolument pas dans une configuration bear. On n'est vraiment pas du tout là-dedans. Aujourd'hui, on a des configurations qui sont plutôt encore relativement haussières. Oui, si on zoome sur du court terme, là par contre, c'est un petit peu moins réjouissant. Mais il faut toujours avoir une vue sur les différentes unités de temps, donc les différentes time frames. Et il faut regarder le weekly, tout comme il faut également regarder le mensuel. Et ces deux unités de temps-là ne sont absolument pas baissières. Là, on le voit avec du mensuel qui stabilise très très haut et une très très belle défense ici de notre moyenne mobile, le MA13. Donc pour l'instant, honnêtement, il n'y a vraiment pas le moindre signal réellement baissier où on pourrait commencer à vraiment parler de bear market et de tendance de fond qui commencerait à passer baissière. On va également maintenant parler un petit peu des indicateurs fondamentaux. Ce qui est également important de bien prendre en compte, c'est que cette phase de stabilisation, elle nous permet quand même aujourd'hui d'avoir un Bitcoin au-dessus des 50 000 $ avec vraiment un marché qui a été totalement réinitialisé. Le RSI de retour sur le niveau des 50, au niveau des produits dérivés, de la même manière, on a eu une réinitialisation complète. Il n'y a plus du tout d'excès, d'effet de levier. Les taux de financement sont complètement flat. Vraiment, c'est extrêmement sain aujourd'hui. La configuration de marché actuelle, il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas d'euphorie. Alors que, rappelez-vous, sur les mêmes niveaux ici, c'était l'euphorie la plus totale. Les ETF ont été lancés, on se jetait sur les ETF. C'était vraiment en mode to the moon, gros bull market. Bon, au final, les choses n'ont pas duré bien longtemps et elles se sont quand même rapidement essoufflées pour le bien. C'est très très bien ce qui se passe. Les choses ne sont pas simples. Ça ne monte pas juste en ligne droite. Au contraire, c'est extrêmement sain ce qu'on est en train d'avoir en termes de configuration technique. C'est vraiment extrêmement sain. Alors, c'est hyper challengeant parce que forcément, ce n'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup de phases de consolidation. Mais en réalité, pour construire une dynamique haussière saine, honnêtement, je pense qu'on ne pouvait pas mieux rêver. Maintenant, si on passe un petit peu du côté des indicateurs on-chain. Donc déjà, un indicateur qui est assez intéressant, c'est le MVRV. Donc le MVRV, c'est le ratio entre la market cap et la market cap réelle. Donc je vous rappelle que la market cap réelle, elle se base sur le dernier prix d'achat de chaque Bitcoin. En fait, ça nous fait une sorte de moyenne. Voilà. En gros, ça nous permet d'avoir la moyenne d'achat de l'ensemble des Bitcoins, ce qui nous permet de savoir lorsque on est proche des 1, grosso modo. Lorsqu'on est proche des 1 au niveau du MVRV, ça veut dire que la moyenne des acheteurs, en fait, ils ont acheté au prix actuel, grosso modo. Donc très souvent, ça représente des niveaux de support extrêmes. Voilà. Et donc là, on a un indicateur qui nous met donc la moyenne du MVRV, donc qui est en bleu. Et ensuite, il y a juste un écart type de 1 qui a été dessiné donc pour la courbe rouge au-dessus et la courbe verte en dessous. Ce qui fait des parfaites zones de support et de résistance, ou plutôt des zones d'achat et des zones de vente.
Voilà, parce que là, on n'est pas vraiment sur de l'analyse technique, donc parler de zone de support ou de résistance, ça n'a pas trop de sens, mais plutôt sur des zones où c'est intéressant d'acheter et c'est intéressant de vendre, parce que d'un côté, eh ben, il n'y a plus grand monde qui a des plus-values, donc ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'intérêt de vendre non plus, parce que vendre à break-even ou à perte, ça n'a pas trop de sens, donc ça veut dire très très peu de vendeurs. C'est ce qui se passe sur les niveaux de support extrêmes. Et dans le sens inverse, lorsqu'on a des grosses plus-values, beaucoup de plus-values à encaisser, c'est là où il y a de plus en plus de chances d'avoir énormément de prises de profit et donc un marché qui va corriger. Donc là, au niveau du MVRV, ce qui est intéressant de voir, c'est que oui, on a fait une percée dans la zone rouge ici. Donc on est quand même venu chercher au niveau du MVRV, grosso modo, dans la zone des 3, 2.53, vraiment sur le max du max. Même pas 3 au final, 2,75. Et ensuite, on est revenu chercher la zone de neutralité. Donc, comme je vous le disais auparavant, au niveau des indicateurs on-chain, on a également une belle réinitialisation qui a été faite. Et donc, encore une fois, c'est extrêmement sain. Alors, est-ce que dès qu'on touche la zone rouge, c'est forcément une zone de vente? La réponse est non. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il faut toujours nuancer les choses. Ce n'est pas aussi simple que ça. On ne peut pas juste prendre comme ça un indicateur et dire « Oh, mais c'est super facile. Dès qu'on touche la zone verte, il faut acheter. Dès qu'on touche la zone rouge, il faut vendre. » Ok, mais si on regarde vraiment dans le détail, si on achète dès le début de la zone verte, on a acheté quand même du Bitcoin à plus de 20 000 $. Et il aurait fallu attendre des mois et des mois après une accélération jusqu'aux 16 000. Donc déjà là, il faut tenir. Voire même encore racheter, ce qui est franchement pas si évident que ça, parce que là on aurait pu se dire ouais mais cette fois-ci ça va être différent, cette fois-ci on reste plus longtemps dans la zone verte ici, et ça se trouve là on aurait vendu par panique, voilà. Donc vous voyez qu'au niveau du timing c'est extrêmement complexe. Encore pire, si on avait vendu ici, on vendait à combien? On vendait à 17 000 $, alors que le Bitcoin est monté sur ses plus hauts jusqu'à près de 60 000 $. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas un niveau de vente. Là, ce n'était clairement pas un niveau de vente parce que historiquement, on le voit à chaque fois, en fait, on dépasse largement cette zone rouge. Et c'est ça qui est vraiment significatif d'un bull run pour moi et d'une vraie phase d'excès qui est en train de se mettre en place. En fait, aujourd'hui, on n'a pas vraiment eu de phase d'excès. C'est-à-dire qu'on a eu une phase haussière, mais honnêtement, avec tout de suite beaucoup de prises de profit dans la zone des 60-70 000 $, et ça on le voit énormément au niveau des différents indicateurs on-chain, il y a eu beaucoup de prises de profit. Dès ces niveaux de résistance-là, on n'a même pas été capable de casser l'ATH. Donc dire qu'on est vraiment parti en bull market, eh ben non, je suis désolé, en fait on n'y est pas du tout parti. Pour moi, ce qui va vraiment être caractéristique d'une vraie phase bull avec des excès, ben, ce sera une cassure de cette zone rouge. Donc ça veut dire un MVRV qui sera capable de dépasser les 2.5 et aller chercher les 3, voire les 4. Et là, oui, on sera vraiment dans une phase vraiment de bull market avec des fortes phases d'accélération. Est-ce qu'on aura de nouveau des scénarios comme ça? On verra. J'ai envie de dire, on verra. Ça se trouve, non. Ça se trouve, on va peut-être revenir chercher proche de la zone rouge. Un Bitcoin qui va peut-être aller chercher dans la zone des 100, 110 000 $. Et de nouveau, beaucoup d'acheteurs, enfin de vendeurs plutôt, et un marché qui va de nouveau stabiliser, voire corriger. Honnêtement, tout est possible. Encore une fois, les marchés ont changé. Les acteurs aujourd'hui sont complètement différents des acteurs qu'on a pu avoir par le passé, et ça, il faut vraiment se le mettre dans la tête. Depuis que les ETF ont été lancés, certes, ça nous a offert une belle phase haussière et une belle phase d'accélération, mais ça va également se payer d'une certaine manière parce que les comportements seront différents, les attentes en termes de performance seront différentes. Aujourd'hui, je ne pense pas que les fonds qui investissent dans le Bitcoin, ils espèrent faire 200%. Ils vont peut-être se contenter d'un 50% et tout de suite commencer à arbitrer et à rééquilibrer leur portefeuille, ce qui fera des pressions vendeuses. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Et moi, je pense que pour cette raison-là, il va falloir être beaucoup moins gourmand que ce qu'on a pu l'être par le passé. Donc beaucoup plus de prise de profit et beaucoup moins s'emballer dès qu'on aura des mouvements haussiers. Ensuite, autre indicateur qui nous montre également qu'on a vraiment eu une belle réinitialisation, c'est les pertes et les profits réalisés. Encore une fois, on est revenu parfaitement à l'équilibre. Comme je vous le disais, il y a eu énormément de ventes ici. Vraiment, quand on est venu chercher
dans la zone des 70 000 sous tout l'effet d'annonce du lancement des ETF, il y a eu des ventes massives, des prises de profit massives qui ont été faites par beaucoup de personnes qui avaient acheté du Bitcoin bien plus bas. Et c'est ça qui a d'une certaine manière marqué le pas par rapport à la hausse et qui nous a envoyé ensuite dans une structure plutôt de consolidation. Et on le voit, ces prises de profit, elles ont continué jusqu'à ce qu'on en revient tout simplement à l'équilibre. Il n'y a plus aujourd'hui de prise de profit. Donc encore une fois, réinitialisation complète. C'est un marché qui est extrêmement sain pour pouvoir repartir. Sauf que là, aujourd'hui, on est à l'équilibre alors que la dernière fois, on était à l'équilibre sur un Bitcoin à même pas 30 000 $, 26 000 $. Là, aujourd'hui, on est de retour à l'équilibre sur un Bitcoin qui est à quasiment 60 000 $. Donc, vous comprenez bien toute la différence. Et c'est ça vraiment une construction saine d'un marché qui peut continuer à monter au fur et à mesure. Là, ce n'est pas délirant de se dire que ce marché peut continuer tranquillement de monter dans ces conditions-là. Une caractéristique de bear market, ce serait que cet indicateur-là s'installe en zone rouge. Ça veut dire qu'on n'a plus du tout de plus-values qui sont réalisées, mais systématiquement des moins-values. Ça veut dire que psychologiquement, les choses ont changé. En l'état actuel des choses, je pense que beaucoup d'investisseurs ne sont pas prêts de vendre ou n'accepteront pas de vendre à perte. Ça, c'est une psychologie plutôt de bull market. En bear market, c'est complètement différent. On accepte de prendre des pertes. Donc, on le voit systématiquement. Là, vous allez le voir. Voilà. Le bear market classique 2018, vous le voyez, tout le temps en zone rouge. Et dès qu'on repassait un tout petit peu en zone verte, ça vendait comme des porcs parce que là, on sauve les meubles et boum, ça repart à la baisse. Voilà. Ça, c'est vraiment une psychologie baissière. C'est exactement ce qu'on a eu également en 2022. On reste dans le rouge. Dès qu'il y a des pics, dès qu'il y a des petits squeezes, des petites remontées, parce qu'encore une fois, ça baisse jamais en ligne droite, et ben, il y a les vendeurs qui reviennent pour sauver les meubles. Psychologie de bear market. Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on a. On est revenu en zone de neutralité, mais parler de bear market, encore une fois, c'est encore beaucoup trop prématuré. Voilà. En tout cas, ce sera un des indicateurs à surveiller pour être capable de juger si par contre la psychologie est en train de s'inverser. De mon point de vue, ce n'est pas encore le cas. Autre indicateur qui, lui, va nous donner des choses qui sont un petit peu différentes. Donc là, on est sur ceux qui détiennent des bitcoins, vont être catégorisés en investisseurs de court terme et investisseurs de long terme. Long terme, c'est plus de 6 mois de détention. Donc, toujours ce qui se passe, c'est qu'une phase haussière est caractérisée par des investisseurs de long terme qui vendent, des investisseurs de court terme, donc cette nouvelle liquidité qui rentre et qui permet d'avoir des marchés qui sont tirés par le haut. Ça, c'est obligatoire. C'est exactement ce qu'on a eu durant toute la phase haussière, ici, vous le voyez, qui a été fortement alimentée par les investisseurs de court terme. Alors, bien sûr, au début, ils ne sont pas là. Ce sont bien sûr les news qui les ont attirés, l'effet prix, l'envie de gagner de l'argent. Et donc, dès qu'il y a eu le lancement des ETF, boum, explosion au niveau des nouveaux investisseurs et donc prise de profit massive des investisseurs de long terme qui, eux, ont acheté bien plus bas et sont en position de vendre tout simplement parce qu'ils ont beaucoup de profits à réaliser. On a commencé à avoir un plateau sur cette zone-là. Moi qui m'a un petit peu inquiété, je me suis dit, tiens, il y a l'air d'avoir quand même un momentum qui retombe très très vite. Et bien, au final, effectivement, c'est bien ce qui s'est passé. C'est bien ce qui s'est passé. Au début, je me suis dit, peut-être qu'on aura juste une pause, un plateau, et après, ça va repartir. Mais en fait, pas du tout. En fait, on a eu ce qu'on a eu à chaque fois. Ça veut dire, dès que ça se calme, ça retombe. Et là, ça retombe net. Alors, ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que le prix ne baisse pas tant que ça. Pour quelle raison? C'est parce qu'il y a aussi pas mal de ces investisseurs de court terme qui sont rentrés dans la phase de folie au niveau des ETF, qui sont restés dans le marché, qui n'ont pas vendu. Et donc, ils étaient investisseurs de court terme, ils passent investisseurs de long terme. Parce qu'on le voit au niveau des ETF. Alors, certes, dernièrement, il y a eu pas mal de flux négatifs et de sorties, mais au niveau de l'AUM, certes, il a légèrement baissé, mais quand même, il se stabilise depuis maintenant un petit moment. Depuis début août, il est quand même stabilisé plutôt dans la zone des 50 milliards d'AUM. Donc, il y a aussi une bonne partie des nouveaux investisseurs qui passent aujourd'hui en investisseurs de long terme. Par contre, ce que nous dit cet indicateur, c'est que tant qu'on n'a pas atteint de nouveau un plateau plutôt de support,
ça va être difficile de vraiment être capable de repartir, je pense, sur une dynamique haussière. Donc ça veut dire quoi? Cet indicateur-là nous dit qu'il y a encore besoin de temps avant de réellement être capable de repartir sur une vraie accélération haussière, même s'il faut nuancer, parce qu'en vrai, on peut toujours avoir une accélération haussière, ce qui va bousculer un petit peu les investisseurs. Et les investisseurs de court terme vont peut-être uniquement venir de nouveau lorsqu'on aura un Bitcoin à 90, 100 000 $, quand tous les médias vont en parler. Peut-être que c'est là où ça va repartir en flèche. Donc, il faut aussi nuancer parce qu'il y a pas mal de lag au niveau de cet indicateur-là. Comme on a pu le voir, en fait, il n'a commencé vraiment qu'à nous montrer cette explosion au niveau des nouveaux investisseurs. En fait, on était quasiment sur la fin de la hausse, si on prend vraiment jusqu'au point bas. Donc, il y a aussi pas mal de lag par rapport à cet indicateur. Donc, c'est pour ça que d'un côté, ce n'est pas si inquiétant que ça pour l'instant d'avoir ce genre de courbe. Je voulais également terminer cette partie parce que le Bitcoin a très peu corrigé. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Le Bitcoin, historiquement, il a toujours eu des phases de baisse de 40, 50, 60%. Aujourd'hui, franchement, on a eu du 30%. Et j'ai vu pas mal de personnes commencer à paniquer lorsque le Bitcoin a eu ses premières petites phases de baisse. Moi, attention, je dis prudence. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Parce que 30% de baisse, ce n'est pas grand-chose par rapport à ce que moi j'ai pu connaître par le passé, où on a eu des phases de baisse de 50, de 60% de manière extrêmement violente. Donc honnêtement, en l'état actuel des choses, on a une construction haussière qui est relativement saine, avec des corrections qui sont relativement faibles. Et donc même si le Bitcoin venait à continuer de corriger pour aller chercher dans la zone des 45, même j'ai envie de dire la zone des 35 000, 38 000 $, honnêtement, ça reste une correction qui serait du déjà vu. Voilà. Il n'y aurait rien de vraiment surprenant. Donc, préparez-vous à ça. Et attention, ne tombez pas dans le biais classique de se dire oui, mais au final, maintenant, il n'y aura plus de correction ou plus de grosses corrections parce qu'il y a les ETF, parce qu'il y a les institutionnels. Au contraire, j'ai envie de dire que si eux, ils veulent acheter, en général, ils veulent acheter pas cher. Et aujourd'hui, ils ont énormément de moyens pour faire baisser les cours sur du court terme. Et donc, ce serait bien évidemment dans leur intérêt de pouvoir l'acheter le moins cher possible. Voilà. Ce ne sont pas du tout dans leur intérêt de l'acheter relativement cher. C'est dans l'intérêt de personne. Voilà. Donc ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Maintenant, on va terminer cette vidéo que j'essaie de faire vraiment la plus courte possible pour changer un petit peu par rapport à mes habitudes. On est quand même pour 30 minutes de vidéo, mais bon. On termine. Quels sont les risques? Bon, les risques, il y en a quand même pas mal et c'est pour ça qu'il faut les prendre en compte. Déjà, il y a une forte corrélation avec la trade fee, donc la finance traditionnelle. Et malheureusement, depuis un petit moment maintenant, surtout une corrélation à la baisse. Ça veut dire que quand le S&P par exemple ou le Nasdaq sont dans des phases plutôt haussières, le Bitcoin est resté dans sa phase de stabilisation. Donc vous voyez que pas trop de corrélation à la hausse. Par contre, dès qu'il y avait des phases correctives au niveau du Nasdaq et du SP500, tout de suite le Bitcoin suivait. Cette corrélation, elle va de mon point de vue être extrêmement forte aujourd'hui parce qu'encore une fois, les acteurs de marché ne sont plus les mêmes, en tout cas en partie. Et les institutions, les investisseurs pros qui ont commencé à se diversifier sur le Bitcoin, eux, ils vont réagir premièrement en fonction de ce qui se passe par rapport à la macro et de ce qui se passe par rapport à la finance traditionnelle. Donc ça veut dire que cette corrélation, de mon point de vue, elle ne va pas disparaître. Et aujourd'hui, le SP500, il serait quand même assez... il serait franchement relativement osé, je pense, de dire qu'il n'y a pas un potentiel de correction quand je vois ce genre de graphique. Il y a clairement un potentiel de correction. Le S&P 500, il a largement de la place pour corriger, revenir dans la zone des 5100, 5200, voire même une correction plus forte dans la zone des 4008 ou des 4006. Franchement, ce ne serait pas démérité une correction comme ça. La grande question pour moi, c'est qu'est-ce qui se passe si le Bitcoin fait le SP500 fait une baisse de 10%. Ce qui en soi est rien par rapport à ce qu'il nous a fait, par rapport à sa structure, ça ne change rien à la dynamique haussière. On aurait une correction. Voilà. 10 voire 15% de baisse sur le S&P 500, de mon point de vue, c'est un Bitcoin qui peut totalement venir chercher la zone ici des 37. Encore une fois,
la correction sur le S&P 500 est loin d'être certaine. Vraiment, je ne suis pas là en train de vous dire il y aura une correction à coup sûr, hein. Loin de là. Loin de là de moi l'idée d'essayer de prédire les corrections sur le S&P. Honnêtement, c'est un énorme foutoir d'essayer de vouloir prédire quoi que ce soit au niveau des marchés traditionnels. Il y a tellement d'éléments qui rentrent en jeu qu'honnêtement, je ne m'y risquerai même pas. Mais en tout cas, ça fait partie des scénarios qu'il faut être capable de prendre en compte. Risque également au niveau de la présidentielle américaine. Ça va de soi que bon, les deux candidats essaient un petit peu de se la jouer en mode on est pro-crypto aujourd'hui, c'est uniquement d'un point de vue purement électoraliste, hein. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Ces deux candidats et ces deux partis n'ont jamais historiquement été pro-crypto. Que ce soit Trump ou Biden, et maintenant c'est Kamala Harris, peu importe. En fait, c'est pareil à chaque fois. Mais grosso modo, ils ont juste compris que d'un point de vue électoral, ça représente une certaine quantité potentielle de futurs électeurs et donc forcément, on saute dedans. Voilà. En France aujourd'hui, personne n'en parle parce que tout le monde s'en fout. Voilà. Et qu'en fait, s'il y avait des sondages qui commençaient à nous sortir que 40% des électeurs français sont intéressés par la crypto et la crypto est un enjeu majeur pour eux pour les prochaines élections, je peux vous assurer que tous les partis qui n'y pipent rien à la crypto vont se jeter dessus et vont commencer à se renseigner dessus et commencer à amadouer les investisseurs crypto. C'est exactement ce qui se passe du côté américain. Bon, je pense que du côté français, on n'en est pas encore là honnêtement. Et je ne suis même pas certain qu'aux prochaines élections, ce soit ne serait-ce qu'un micro-sujet. Bref, peu importe, encore une fois, c'est là où on voit aussi un petit peu la manière de penser américaine et française qui est totalement différente. Et encore une fois, les Américains, de mon point de vue, sont toujours en avance par rapport à nous. Et là, c'est plutôt flagrant. Donc, ça également, c'est un risque. Est-ce qu'il y a un parti politique plus favorable que l'autre? Honnêtement, je dirais que probablement une politique plutôt, on va dire à la Trump, en mode on va déréglementer encore plus, on va faire des États-Unis un hub crypto qui va probablement foutre dehors les responsables de la SEC qui ont une politique anti-crypto aujourd'hui qui est quand même assez forte et qui n'a pas encore vraiment changé. Ils sont toujours aujourd'hui dans cette même lignée. Ils ont été forcés plus ou moins d'accepter l'ETF Bitcoin et l'ETF Ethereum, mais au niveau des alts, ils continuent encore leur croisade. Donc, il faudra vraiment un gros remaniement par rapport à ça. C'est totalement possible que ça se passe sous Trump. Et donc, forcément, pour les marchés, ça paraît plus optimiste. Après, est-ce que c'est pas que du paraître? C'est aussi possible. Mais ça veut dire que sur du court terme, sur quelques semaines, voire quelques mois après les élections, il peut quand même y avoir une anticipation plutôt haussière de la part du marché, même si après on se prend une correction quand il y a un vrai retour à la réalité. Ensuite, par rapport aux cryptos, moi ce qui m'inquiète par contre un petit peu plus, en fait c'est inquiétant et en fait bon, il y a encore une fois, il faut nuancer, mais grosso modo, d'un côté, moi il y a des choses qui m'inquiètent, c'est de commencer à voir de plus en plus de meme coins parmi les top cryptos. Ça pour moi c'est inquiétant. Pourquoi? Parce qu'en fait ça veut dire qu'on n'est pas sérieux. Ça veut dire que c'est un marché de singes, littéralement. En fait, aujourd'hui, si on veut être crédible, il faudrait être capable quand même d'avoir des projets qui ont des fondamentaux solides, qui ont des tokens qui sont aujourd'hui achetés, correctement valorisés, et qui arrivent à garder leur valeur parce qu'il y a suffisamment de personnes qui ont confiance en ce projet pour les garder et pour continuer à en acheter. Quand je vois aujourd'hui énormément de projets qui soi-disant allaient tout révolutionner, qui en fait ne font que baisser en termes de capitalisation et qui se font dépasser par des meme coins, je suis désolé en fait, mais quelle image ça renvoie? Ça renvoie une image de merde. Ça renvoie une image d'un marché qui n'a pas évolué, qui est toujours uniquement composé de cryptos qui sont là en fait uniquement pour s'amuser, pour spéculer. Donc d'un côté, c'est génial pour les traders, de l'autre côté, c'est génial pour ceux qui veulent jouer au casino. Est-ce que c'est ça qu'on veut avoir comme image de l'industrie crypto? Je ne suis pas certain. Vraiment, je ne suis pas certain. Je pense qu'en tout cas, moi, j'aimerais beaucoup plus voir tous ces shitcoins dégagés en termes de capitalisation et de voir des projets qui ont des vrais fondamentaux et qui peuvent vraiment apporter de la valeur ajoutée, voir leurs tokens
continuer de croître en termes de valorisation et vraiment dominer au niveau de la market cap. Voilà, d'un autre côté, ce qui par contre est positif, c'est que je trouve que ce sera justement le but de ma prochaine vidéo, c'est qu'on commence à avoir une véritable décorrélation au niveau des altcoins. C'est-à-dire qu'auparavant, les altcoins étaient franchement hyper corrélés entre elles, les shitcoins, les moins shitcoins, voire les bons projets, ils étaient tous hyper corrélés entre eux. Voilà. Aujourd'hui, il y a une énorme différence qui est en train de se creuser. Il y a des mastodontes, comme par exemple le Binance Coin ou Solana, qui arrivent à continuer à conserver une grosse part de leur market cap, BNB qui est quasiment sur ses plus hauts. Ça, c'est positif. Voilà, de voir ces projets-là qui parviennent à maintenir leur capitalisation, ça c'est positif parce que ça prouve que voilà, il n'y a quand même pas que du vent et ils peuvent survivre à un cycle. Bon, par contre, il y a pléthore de projets qui honnêtement étaient complètement hyper hypés en 2020-2021 qui aujourd'hui ne font plus rien. Je pourrais en citer comme ça deux. Il y a Polygon, Matic, c'est une hécatombe. Il y a Polkadot. Franchement, Polkadot, si on veut s'amuser, hein, si on veut s'amuser, Polkadot, c'est une hécatombe. C'est une hécatombe. Regardez-moi ça. Donc là, j'ai même pas de truc de dessiner parce que c'est pas sur Coinbase que je travaille, mais peu importe. Voilà. En fait, on est sur plus bas. On est vraiment sur un plus bas. Ça veut dire que même ceux qui ont investi au début du projet, aujourd'hui, ils n'ont pas gagné d'argent. Et je ne parle même pas de ceux qui ont bloqué leur dot pour les parachains et toutes ces conneries. Au final, du vent. Voilà. Il n'y a plus rien. C'est terminé. D'autres projets comme Atom, encore une fois, hein, j'en avais parlé il y a quelques mois. Il y en a plein qui sont encore avec des œillères qui ne veulent pas voir la réalité. Ce genre de projet, en fait, n'a aucun intérêt dans un portefeuille. Ça fait que baisser. Il n'y a plus aucun momentum, plus personne s'y intéresse, il n'y a plus aucun acheteur. Donc pourquoi vous allez chercher ce genre de projet? Est-ce que c'est juste parce que vous ne refusez d'accepter de vous être trompé? Mais tout le monde se trompe. Tout le monde s'est retrouvé investi sur un projet où il y a eu une phase de momentum, la phase est passée et elle ne va pas revenir en fait. Et ça, il faut vraiment, vraiment en avoir conscience et il faut être capable de l'accepter. Parce que malheureusement, ceux qui ne l'acceptent pas, eh ben après, ils le paieront. Ils le paieront au prix de continuer à sous-performer normalement l'indice de référence ou la crypto de référence, le Bitcoin. Ce qui devrait être un objectif en soi, c'est quand même soit de faire aussi bien que le Bitcoin, soit de faire mieux. Il n'y a pas un intérêt de faire moins bien. Je ne comprends pas. Voilà, ça en tout cas, je ne peux pas comprendre. Voilà. Donc voilà. Donc il y a du bon et du mauvais parce qu'il y a vraiment une concentration de la liquidité qui va que sur certains projets. Le mauvais, c'est que parfois, ça va uniquement sur des mêmes coins et ça, par contre, ça n'a pas non plus trop de sens. Voilà. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Donc je ferai une vidéo plus pour parler justement des altcoins, pour vous montrer un petit peu les différentes configurations et les différentes altcoins qu'on a, entre les nouvelles qui sont faites massacrer, mais qui commencent à peut-être donner des signaux de point bas, des mastodontes qui continuent vraiment à être très corrélés au Bitcoin et qui sont relativement prometteuses, et ensuite toutes les autres qui, de mon point de vue, sont à foutre à la poubelle. Je pense qu'il y aura quand même de quoi pas mal discuter. Donc en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine, bonne journée. N'oubliez pas le petit pouce pour le soutien et quant à nous, on se retrouve à très vite pour la prochaine vidéo. À très vite, bye bye.